Le corps de mon petit frère frissonnait comme un roseau secoué par le vent tandis que je le serrais contre moi sous le lit. Je couvrais ses petites oreilles pour qu'il ne perçoive pas les hurlements venant de la chambre voisine. C'est à cet instant précis que j'ai compris que l'enfer n'était pas caché sous la terre, comme le répétait le curé chaque dimanche à la messe. L'enfer se trouvait ici, au cœur de notre propre maison. Je m'appelle Marguerite Espérance Dubois, mais à Saint-Flour, ce coin perdu du Cantal, on me connaît tous comme Mamie Margao aux poupées. Et je brûle de savoir où vous habitez sur cette grande planète Terre. Je suis impatiente de lire vos réponses dans les commentaires. J'ai mes ans derrière moi, des cheveux clairsemés et blancs comme la neige qui recouvre les monts du Cantal, et des mains déformées par l'arthrose à force de confectionner mes petites poupées de chiffon que je vends au marché du samedi. Aujourd'hui, quand on me voit assise dans mon fauteuil à bascule devant ma maisonnette colorée, distribuant des bonbons aux enfants du voisinage, personne n'imagine l'histoire de douleur et de courage qui est restée enfouie si longtemps. Avant de continuer, je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Cela aide énormément l'équipe de Mémoire de grand-mère à continuer de publier quotidiennement, et peut sauver de nombreuses femmes qui ont besoin d'entendre nos voix et de puiser du courage. Je suis née en 1938 dans une maison simple mais propre, en périphérie de la ville. Notre foyer n'était pas grand, mais mon père, Justine Dubois, tenait à ce que tout reste ordonné et net, même avec le peu qu'il gagnait en travaillant à la carrière de pierre volcanique qui a rendu notre région célèbre. Chaque matin, il partait tôt, emportant le casse-croûte que je préparais moi-même après mes ans, et ne revenait que lorsque le soleil disparaissait derrière les collines. Il rentrait couvert de poussière grise, les yeux rouges de fatigue, mais toujours avec un petit sourire aux lèvres et un petit quelque chose pour mon frère Antoine, qui avait 5 ans de moins que moi. « Regarde ce que papa t'a apporté, Antoine », disait-il en sortant de sa poche une surprise. Une petite voiture en bois sculptée pendant ses rares moments de repos, ou un bonbon acheté en économisant sur ses cigarettes. C'était un homme trop bon pour ce monde cruel. Ma mère, Carmen, était ce que l'on appelait une femme moderne à l'époque, belle à en faire mal aux yeux, mais d'une beauté dangereuse, capable de troubler les hommes et de provoquer la jalousie chez les femmes. Ses cheveux noirs bouclés étaient toujours impeccablement coiffés, sa taille fine encore accentuée par ses corsets, et sa démarche captivait tous les regards masculins à chacun de ses passages. Tandis que mon père travaillait comme un forçat sous le soleil brûlant des carrières, maman inventait sans cesse des excuses pour sortir. Je vais aider à la kermesse de l'église. Je vais rendre visite à ma commère malade. Je dois acheter du fil à la mercerie. Et elle sortait parfumée, les lèvres rouges, même pour aller à la messe ou chez une vieille dame malade. Papa ne posait jamais de questions. Il rentrait si exténué qu'il mangeait à peine ce que je réchauffais du déjeuner lorsqu'il en restait. Puis il prenait une douche pour enlever la poussière et s'effondrait sur le lit, souvent avant même que maman ne rentre. Elle revenait de plus en plus tard, imprégnée de l'odeur des cigarettes fines interdites aux femmes respectables, l'alcool doux sur sa laine, et parfois avec des marques sur le cou qu'elle dissimulait le lendemain avec de la poudre ou un foulard coloré. C'est juste une piqûre de moustique, ma petite arrête d'être curieuse, disait-elle quand moi à 12 ans, je regardais ces traces violettes avec suspicion. Le pire n'était pas le mensonge ni l'hypocrisie, mais de voir papa faire semblant de la croire, baissant les yeux comme si c'était lui le coupable. « Où est ta mère, Marguerite ?» demandait-il parfois, assis sur le pas de la porte, une cigarette roulée entre les doigts. « Elle est allée à la pharmacie chercher des médicaments pour son mal de tête, mentais-je, répétant exactement ce qu'elle m'avait ordonné de dire avant de sortir. » Il hochait simplement la tête, tirait une longue bouffée et laissait s'échapper une petite fumée qui semblait porter tout le poids de sa tristesse. Comme je détestais mentir à mon père, cet homme qui ne m'avait jamais refusé quoi que ce soit, qui malgré l'épuisement trouvait encore la force de m'aider avec mes devoirs et de raconter une histoire à Antoine avant qu'il s'endorme. Ma mère avait été claire sur les conséquences si je parlais. Si ton père découvre la vérité, il partira, Marguerite, et vous resterez sans peur. C'est ça que tu veux ? Par peur de le perdre, je gardais le silence. Aujourd'hui, en regardant derrière moi, je sais que ce fut ma première grande erreur. Le silence dicté par la peur allait coûter bien plus cher que je ne pouvais l'imaginer à l'époque. Les absences de maman se faisaient de plus en plus fréquentes et prolongées. Parfois, elle disparaissait 2 ou 3 jours, revenant comme si elle n'avait fait qu'aller acheter du pain au coin de la rue. Je dois aider ma cousine qui vient d'avoir un bébé. Je reste avec la commère qui est malade, disait-elle, et bien sûr, ces périodes coïncidaient toujours avec la foire en ville ou la venue d'un beau représentant logé chez Nénette, pure coïncidence, bien sûr. Pendant ce temps, à la maison, c'était moi qui tenais tout en ordre. À 13 ans, je cuisinais déjà, repassais le linge, et m'occupais d'Antoine comme si c'était ma seule obligation.
Papa essayait de donner un coup de main le week-end, mais le travail à la carrière l'épuisait au point qu'il ne pouvait à peine lever les bras le dimanche. Pourtant, il insistait pour nous emmener à la messe, toujours propre et soignée, comme pour montrer à tout le village que nous étions une famille respectable malgré les rumeurs qui circulaient sur maman. C'est à cette époque que j'ai remarqué quelque chose de troublant chez Antoine. Mon petit frère, d'ordinaire joyeux et bavard, devenait silencieux et craintif. Il refusait de jouer avec les autres garçons après l'école. Il se cachait sous le lit dès qu'il entendait des pas et recommençait à mouiller son lit, chose qu'il n'avait plus faite depuis longtemps. « Qu'est-ce qu'il y a, Antoine ? Quelqu'un te fait peur à l'école ?» demandai-je une nuit en changeant ses draps mouillés avant que papa ne les voie. Il secoua simplement la tête, les yeux pleins de peur, sans prononcer un mot. J'ai pensé à un petit tyran de l'école, comme il y en a toujours, mais le pire restait encore à venir. Et moi, dans mon innocence de jeune fille, je ne pouvais imaginer l'ampleur de l'horreur qui se déroulait sous notre propre toit. À vous qui me suivez jusqu'ici, si vous pouvez, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Savoir que quelqu'un m'écoute après tant d'années me donne de la force. Et si possible, laissez un like pour que ce récit touche ceux qui ont peut-être besoin de savoir qu'il est possible de survivre au pire cauchemar. Les tensions à la maison montaient doucement, comme de l'eau chauffée jusqu'au point d'ébullition sans qu'on s'en rende compte. Papa devenait de plus en plus maigre, le dos voûté, non seulement par l'effort des carrières, mais aussi par le poids invisible de cette situation qu'il feignait de ne pas voir. Antoine, jour après jour, se faisait plus silencieux, recroquevillé dans les coins comme un petit animal blessé. Et maman, lorsqu'elle était à la maison, traitait papa comme un obstacle, un vieux meuble dont il fallait se décaler pour passer. « Justine, va m'acheter des cigarettes », ordonnait-elle dès qu'il s'asseyait pour reprendre son souffle après le travail. « Mais Carmet, je viens juste d'arriver, mes jambes sont lourdes », répondait-il doucement. « Si tes jambes sont si lourdes, comment fais-tu pour marcher toute la journée à la carrière ? Allez, homme, arrête d'être paresseux. » Et papa partait, traînant ses jambes épuisées jusqu'au tabac du père Alain, juste pour satisfaire une femme qui ne méritait même pas la sueur de son travail. Une nuit, papa devait aller à Aurillac pour chercher de nouveaux outils et y passer la nuit. Maman, bien sûr, saisit l'occasion pour sortir en prétendant aller à la neuvaine, toute parfumée et vêtue d'une robe neuve. Je suis restée à la maison avec Antoine, qui avait à peine touché à son dîner et ne faisait que fixer la porte avec des yeux pleins de peur. « Elle va revenir, Antoine ?» demanda-t-il en tremblant, une fois la cuisine rangée. « Oui, mais plus tard. Allons dormir. Demain il y a école », répondis-je en essayant de paraître calme, sachant très bien qu'elle ne reviendrait probablement que le lendemain matin. Cette nuit-là, un bruit étrange me réveilla. Au début, je crus à un animal sur le toit, mais en tendant l'oreille, je reconnus des sanglots étouffés. Les pleurs de mon frère, venu de sa petite chambre. Je me levai, inquiète, pensant qu'il faisait un cauchemar. En ouvrant la porte, la lumière de la lune révélait une scène qui glaça mon sang. Maman était assise sur le lit d'Antoine, une main couvrant sa bouche, l'autre, les gestes qu'une mère ne devrait jamais faire à son enfant. Je restai figée à l'entrée, incapable de crier, incapable de bouger. Elle m'aperçut la première, les yeux vitreux, l'odeur d'alcool et de cigarettes flottant autour d'elle. « Qu'est-ce que tu regardes, petite ? Va dans ta chambre maintenant et ne dis rien à personne. Tu as bien compris ? Personne ne te croira de toute façon. » C'était comme si un bloc de glace s'était abattu sur moi. Soudain, tout prenait sens. La peur d'Antoine, le pipi au lit, la terreur lorsqu'elle rentrait la nuit. Ce n'était pas nouveau. Depuis combien de temps cela se passait-il sous mon nez ? Depuis combien de temps mon petit frère souffrait-il en silence pendant que je dormais à côté ? Cette nuit-là a tout bouleversé en moi. C'était comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur, un verre éclaté qui ne pourrait jamais être recollé. Tremblante comme un roseau, je retournai dans ma chambre et me barricadai, poussant la commode devant la porte. Je n'ai pas fermé l'œil, mon cœur battant comme un tambour, les larmes coulant sans fin. Comment une mère pouvait-elle infliger cela à son propre enfant ? Le lendemain matin, quand le soleil filtrait déjà par les fentes de la fenêtre, j'ai entendu maman sortir, claquant la porte derrière elle, sans doute pour retrouver un de ces hommes qu'elle appelait ses amis. C'est seulement à ce moment-là que j'ai trouvé le courage de quitter ma chambre. Je me suis dirigée vers la petite chambre d'Antoine et l'ai découvert recroquevillé sous le lit, le regard vide, comme s'il avait aperçu le diable en personne. « Viens ici, mon petit frère, dis-je en tendant la main, tentant de cacher la terreur qui courait encore dans mes veines. « Viens, on va prendre le petit déjeuner, et ensuite on ira à l'école. »
Antoine sortit lentement, ses yeux gonflés par les larmes, le pyjama froissé et humide. Sans dire un mot, il s'accrocha à ma jupe et éclata en sanglots. « Depuis quand, Antoine ?» demandai-je doucement, caressant ses cheveux que je coupais moi-même avec mes ciseaux de couture. « Depuis longtemps, Marguerite » répondit-il d'une voix fragile qui me fendait le cœur. « Ça a commencé quand tu étais malade, avec cette forte fièvre, et que papa a dû passer la nuit en ville pour trouver des médicaments. Mon Dieu, cela faisait presque 2 ans que mon petit frère souffrait en silence, alors que je dormais à quelques mètres de lui. 2 ans que cette femme, qui ne méritait même pas le nom de mère, infligeait ses horreurs à un enfant incapable de se défendre. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant, Antoine ?» demandai-je, la gorge nouée. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait à l'orphelinat si je parlais. Elle a dit que ni toi ni papa ne me croiriez, que vous penseriez que j'inventais des histoires. Elle a dit que papa me frapperait jusqu'à ce que je ne puisse plus m'asseoir. La cruauté de ces menaces me coupa le souffle. Comment quelqu'un pouvait-il être si perverse avec un enfant sans défense, son propre fils ? À ce moment-là, une colère immense monta en moi, au point que je ne me reconnaissais plus. Moi qui avais toujours été obéissante, silencieuse, je ne pensais maintenant qu'à faire payer cette femme pour ses actes. « Antoine, écoute bien ce que je vais te dire, » dis-je en serrant ses petites mains entre les miennes. Elle a menti. Papa ne croira jamais que tu inventes. Il ne te frappera jamais et ne t'enverra jamais, jamais à l'orphelinat. Notre père est un homme bon, un vrai homme qui nous aime plus que tout. Et moi aussi, je t'aime, mon petit frère, et je vais te protéger coûte que coûte. Il me regarda avec ses grands yeux tristes, comme s'il voulait croire, mais avait peur d'espérer. Tu promets, Marguerite ? Tu promets qu'elle ne me fera plus jamais ça ? Je te le promets, Antoine, sur la lumière de mes yeux. Je promets qu'elle ne posera plus jamais un doigt sur toi. Je n'ai pas envoyé Antoine à l'école ce jour-là. Je lui ai donné un bain chaud, préparé sa bouillie de semoule au lait, son plat préféré, et j'ai passé la journée à lui raconter des histoires pour lui redonner le sourire. Mais c'était comme si une partie de mon frère avait été arrachée, une innocence qui ne reviendrait jamais. Dans les jours qui suivirent, je ne laissais pas Antoine seul une minute. Partout où j'allais, je l'emmenais avec moi. Au moment du coucher, j'avais installé son matelas dans ma chambre et verrouillais la porte avec une clé volée au débarras. Quand maman rentrait, souvent au petit matin ou après avoir disparu toute la journée, je faisais semblant de dormir. Mais en réalité, je restais éveillée, un manche à balai sous le lit, prête à défendre mon frère si nécessaire. Papa avait remarqué un changement. Il voyait qu'Antoine ne me quittait plus, que je verrouillais la porte la nuit, que je devenais nerveuse dès que maman s'approchait de lui. « Qu'est-ce qui se passe, Marguerite ?» demanda-t-il un soir pendant que je faisais la vaisselle. Antoine était déjà couché. Maman était sortie en disant qu'elle allait à la neuvaine. Nous n'étions plus que tous les deux dans la petite cuisine éclairée par la lampe à pétrole. J'ai failli tout lui dire sur le champ. Les mots étaient au bord de mes lèvres, prêts à sortir. Mais je me suis arrêtée, me demandant, et si maman avait raison ? Et si papa ne me croyait pas ? Pire encore, et s'il me croyait mais n'avait pas le courage d'agir, de l'affronter ? Ce n'est rien, papa. Antoine fait juste des cauchemars, alors je le laisse dormir avec moi. Papa me regarda avec ses yeux fatigués, comme s'il percevait au-delà de mes paroles. Il posa sa main calleuse sur mon épaule et la serra légèrement. Quand tu voudras vraiment parler, Marguerite, je suis là. Ces mots résonnèrent dans ma tête pendant des jours. Je voulais lui faire confiance, tout lui dire, partager ce poids terrible. Mais la peur est une bête sournoise qui ronge de l'intérieur, nous faisant douter même de ce que nous savons être vrai. Pendant ce temps, maman semblait devenir de plus en plus incontrôlable. Ses sorties duraient plus longtemps, elle revenait plus ivre, plus débraillée. Parfois, elle rapportait des cadeaux coûteux qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir avec le peu d'argent que papa donnait pour les courses. Un chapeau neuf, un parfum français, un collier de perles, qu'elle prétendait être un présent d'une patronne d'une maison où elle disait travailler comme femme de ménage. Papa faisait semblant de la croire, mais je voyais la méfiance dans ses yeux, cette tristesse qui se transformait en dureté froide. Il n'était pas dupe. Les commentaires malveillants du voisinage lui parvenaient, les regards de pitié des hommes de la carrière, les chuchotements qui s'interrompaient dès qu'il s'approchait. Un soir, papa rentra plus tôt du travail. Ce n'était pas normal. Et elle revenait toujours après le coucher du soleil. Mais ce jour-là, vers 16 heures, j'entendis ses pas monter les marches du perron. J'étais dans la cuisine en train de préparer des haricots pour le dîner, et Antoine jouait avec ses petites voitures en bois. Dès que papa entra, je sus que quelque chose n'allait pas. Son visage était différent, plus pâle, les yeux enfoncés.
Où est ta mère ? Demanda-t-il, sa voix plus ferme que d'habitude. Elle est sortie il y a environ 2 heures. Elle allait à la pharmacie chercher des médicaments pour son mal de tête. Il eut un rire sec, sans humour. Il se dirigea vers la chambre et revint avec une petite boîte en bois qu'il gardait sous le lit. Il l'ouvrit et en sortit une enveloppe jaunie. Tu sais ce que c'est, Marguerite ? Ce sont les économies de toute une vie. Chaque sou que papa avait mis de côté en cassant des pierres sous le soleil brûlant. C'était pour acheter une meilleure maison pour nous, pour payer les études d'Antoine. Pour moi. Mon cœur se serra. Je savais où cette conversation allait mener. Mais maintenant, il n'y avait plus que ça. Il montra quelques billets froissés, moins de la moitié de ce que je me souvenais avoir vu 6 mois plus tôt. Le reste avait disparu, un peu chaque semaine, pensant que je ne le remarquerais pas. Je ne savais pas quoi répondre. C'était encore un morceau du puzzle de destruction que maman assemblait depuis tant d'années. Papa, tu n'as rien à dire ? Ma fille, ce n'est pas ta faute, ça ne l'a jamais été. Il remit l'argent dans l'enveloppe et referma soigneusement la boîte. Je veux juste que tu t'occupes d'Antoine aujourd'hui, je dois régler quelques affaires en ville. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait frissonner. C'était le ton de quelqu'un qui avait pris une décision difficile après avoir trop souffert. Pour la première fois, j'ai vu en mon père autre chose que l'homme effacé que tout le monde croyait connaître. J'ai vu un homme qui avait porté plus de poids que quiconque ne devrait jamais endurer, uniquement par amour pour ses enfants. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire, c'est à propos de maman et d'Antoine. Il s'arrêta à la porte, la main sur la poignée, puis se retourna lentement, les yeux fixés sur les miens. Qu'est-ce qui se passe avec maman et Antoine ? Demanda-t-il. Je pris une grande inspiration. C'était maintenant ou jamais. Les mots sortirent d'abord lentement, puis en un flot que je ne pouvais plus contenir. Je racontai tout. Ce que j'avais vu cette nuit-là, ce qu'Antoine m'avait confié. Les 2 années de silence et de souffrance que mon petit frère avait endurées. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je gardais la voix ferme. Cette vérité devait être dite, aussi douloureuse soit-elle. Quand je finis, je m'attendais à voir de la surprise, de l'incrédulité, peut-être de la colère sur le visage de mon père. Mais ce que je vis était autre. Un calme effrayant, celui qui précède la tempête la plus violente. Ses yeux, toujours si doux, étaient assombris. Ses mains, qui n'avaient jamais frappé personne, se serrèrent en poing jusqu'à ce que les articulations blanchissent. « Depuis combien de temps sais-tu cela, Marguerite ? Demanda-t-il. « Depuis 2 semaines, papa. J'ai voulu te le dire avant, mais j'avais peur. Peur que tu ne me crois pas, peur que tu ne puisses rien faire, peur que je sois trop faible pour protéger Antoine. » La honte me brûla de l'intérieur. C'était exactement ce que je craignais. Pardonne-moi, papa. Il s'approcha, me serra fort, puis s'agenouilla pour se mettre à la hauteur d'Antoine, qui s'était caché derrière mes jupes en voyant mes larmes. « Mon fils, dit-il d'une voix étranglée, pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé comme un père le devrait, mais ça s'arrête aujourd'hui. Tu as ma parole. Je n'oublierai jamais le regard que se sont échangés mon père et mon frère. Un regard chargé de compréhension, de pardon, et d'une promesse silencieuse que rien ne serait plus jamais pareil. » Papa se releva, essuya une larme obstinée et ajusta son béret. Après mon départ, verrouille la porte. N'ouvre à personne avant mon retour. Même pas à maman. Pas à elle ? Demanda Antoine d'une voix faible. Surtout pas à elle, répondit papa, puis il sortit en claquant la porte. Cette nuit-là, je n'avais pas faim. Après le départ de papa, je verrouillai toutes les portes et fenêtres comme il l'avait ordonné. Je fis dîner Antoine, même s'il ne voulait presque rien manger, puis je le mis au lit tôt. Je m'allongeai à côté de lui, caressant ses cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais je restais éveillé, les yeux fixés au plafond, le cœur battant, imaginant ce que papa pouvait bien être en train de faire. Les heures s'écoulaient lentement, chaque bruit dehors me faisait sursauter. Chaque ombre glissant par la fente de la fenêtre me glaçait le sang. Il devait être près de minuit quand j'entendis des pas sur le perron. Ce n'étaient pas les pas fermes de mon père, mais le traînement de quelqu'un à peine capable de se tenir debout. « Ouvre cette porte, Marguerite » hurla maman, d'une voix pâteuse, celle de quelqu'un qui avait trop bu. « Je sais que tu es là, petite désobéissante. » Je restai immobile comme une statue, la main sur la bouche pour ne pas faire de bruit, priant pour qu'Antoine ne se réveille pas. « Ouvre immédiatement, ou je défonce cette porte » continua-t-elle, martelant le bois avec force. « Pour qui te prends-tu pour me laisser dehors de ma propre maison ?» J'eus peur qu'elle réussisse à briser la porte. Puis, une autre voix se fit entendre dehors, celle d'un homme qui n'était pas mon père. « Laisse tomber, Carmen, viens chez moi, c'est mieux. Demain, tu régleras cette dispute avec les enfants. » C'était la voix de Norbert.
Un type arrivé en ville quelques mois plus tôt prétendant être représentant de commerce, mais connu pour ses combines et affaires louches. Un homme aux cheveux gominés, au sourire faux, toujours avec un cure-dent au coin de la bouche et un cigare cher à la main. Le silence qui suivit fut bientôt brisé par un rire aigu de maman, suivi du bruit de baisers et de murmures que je préférais ne pas comprendre. Puis le bruit de pas s'éloigna, et enfin, le calme revint. Je soupirai, soulagé, mais je savais que ce n'était qu'une trêve temporaire. Maman reviendrait, et quand elle reviendrait, elle serait furieuse. J'espérais juste que papa arrive avant. À un moment, je dus m'endormir, car je me réveillai en sursaut avec le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Je sautai du lit, prête à crier, quand j'entendis la voix douce de mon père. « Marguerite, Antoine, c'est moi. » Je courus pieds nus dans le couloir et le trouvai debout dans le salon. Son visage était fatigué, mais l'expression était différente, plus légère, comme si un poids immense venait de quitter ses épaules. « Où étiez-vous, papa ?» demandai-je, inquiète. « Je réglais ce que j'aurais dû régler il y a longtemps, ma fille, » répondit-il en retirant son béret et en l'accrochant au porte-manteau de l'entrée. « Ta mère est passée par ici ? » ?»« Oui, mais pas seule. Elle était avec Norbert, celui du commerce. » Papa hocha la tête, sans aucune surprise. « C'est mieux ainsi. Demain, très tôt, je veux que vous soyez tous les deux prêts avec un baluchon de vêtements. Nous partons d'ici. » Mon cœur se glaça totalement à ces mots. « Papa, où allons-nous ?» demandai-je. « Chez ma sœur à Limoges. J'ai déjà parlé avec elle au téléphone depuis le bureau de poste. Ils nous attendent. Nous allons commencer une nouvelle vie, juste nous trois. » Je ne posais pas plus de questions. La détermination sur le visage de mon père disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je retournai dans la chambre où Antoine dormait encore, ignorant tout. Je m'allongeai à côté de lui, essayant d'imaginer à quoi ressemblerait cette nouvelle vie que papa nous promettait. Le lendemain matin, à peine le soleil était-il levé que nous étions assis au bord de la route, chacun avec un baluchon de vêtements. Papa tenait la petite boîte en bois contenant ses économies, moi ma poupée de chiffon faite par feu grand-mère, et Antoine sa petite voiture en bois qu'il ne lâchait pour rien au monde. « Et maman ?» demanda Antoine en voyant le car apparaître au tournant, soulevant la poussière rouge. « Ta mère a choisi un autre chemin, fils, » répondit papa d'une voix ferme mais sans dureté. Parfois, dans la vie, c'est comme ça. Les gens empruntent des routes différentes et ne peuvent plus marcher ensemble. Ce n'était pas toute la vérité, bien sûr, mais c'était suffisant pour qu'un garçon de 7 ans comprenne. Le reste, il le découvrirait plus tard, quand il serait assez grand pour comprendre que certaines personnes ne sont pas faites pour être mères, que des monstres se cachent parfois derrière de beaux visages, et que l'amour seul ne suffit pas à réparer quelqu'un de brisé à l'intérieur. Alors que le car s'éloignait de la ville, je jetai un dernier regard en arrière. Notre petite maison rétrécissait dans la distance, jusqu'à devenir un simple point blanc entouré de la végétation. Je ne ressentis ni tristesse ni nostalgie. Je ressentis un soulagement immense, comme si je m'échappais enfin d'une prison où j'avais vécu trop longtemps. Ce que je ne savais pas encore, c'est que nous laissions derrière nous bien plus qu'une maison. Nous quittions la fin d'un cauchemar pour commencer une autre histoire, une que je ne comprendrai complètement que des années plus tard. Le voyage jusqu'à Limoges dura presque toute la journée. Antoine dormit une grande partie du trajet, la tête sur les genoux de papa bercé par les cahots du car sur les routes de terre. Je regardais le paysage changer. La campagne aride laissant place à des zones plus vertes à mesure que nous approchions de la Vienne. Nous arrivâmes en début de soirée. Tante Eulalie, la sœur aînée de papa que je connaissais à peine, nous attendait devant sa maison. Une maison simple mais soignée, à la sortie de la ville. C'était une dame âgée, veuve depuis de nombreuses années, vivant seule depuis que son fils unique était parti à Paris pour travailler. « Justine, mon frère !» s'exclama-t-elle en serrant papa dans ses bras. Puis elle se tourna vers nous, les yeux brillants d'émotion. « Et voilà mes neveux, comme vous avez grandi. Et la dernière fois que je vous ai vus, Marguerite était un bébé et Antoine n'était même pas né. » Nous fûmes accueillis avec des lits propres, de la nourriture chaude sur la table, et quelque chose que nous n'avions pas ressenti depuis longtemps, la paix. Cette première nuit, après tant de temps, je dormis sans craindre que la porte de la chambre s'ouvre au milieu de la nuit. Dans les semaines qui suivirent, nous nous habituâmes à cette nouvelle vie. Papa trouva un emploi dans le bâtiment, mieux payé que la carrière et moins usant pour le corps. J'ai commencé à aider tante Alixa lorsqu'elle vendait ses produits au marché, apprenant des recettes que j'utilise encore aujourd'hui. Antoine est entré à l'école du village et, peu à peu, est redevenu le garçon joyeux qu'il était avant, bien que certaines cicatrices invisibles restent. Ce n'est qu'après un mois que j'ai trouvé le courage de demander à mon père ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là,
quand il était sorti de la maison après que je lui avais parlé de ce que maman faisait à Antoine. Nous étions assis sur la terrasse arrière après le dîner. Tante Alixa s'était déjà retirée, et Antoine jouait avec ses petites voitures en bois que papa lui avait fabriquées. « Papa, ai-je commencé, hésitante, que s'est-il passé cette nuit-là après que je vous ai tout dit sur maman et Antoine ?» Papa resta silencieux un long moment, le regard tourné vers les étoiles qui brillaient dans le ciel noir. Quand il parla enfin, sa voix était basse, presque un murmure. « Je suis allé chercher la vérité. Marguerite, toute la vérité que ta mère essayait de cacher. Je suis d'abord allé au cabaret de Zulmira, celui au bout de la ville que tout le monde fait semblant de ne pas connaître. J'ai demandé après ta mère, et les filles ont ri à ma figure. Monsieur Justine, votre femme ne travaille pas ici. Non, elle vient dépenser votre argent avec les hommes qu'elle amène. » C'était comme recevoir une gifle en plein visage, mais j'ai continué, dit-il. Papa alluma une cigarette, prit une longue bouffée, puis reprit. Ensuite, je suis allé voir Norbert. Ce type tournait toujours autour de ta mère, même devant moi, manquant de respect à notre maison. Il n'était pas là, mais un voisin m'a dit l'avoir vu sortir avec ta mère, se dirigeant vers l'hôtel central. L'hôtel central était le seul endroit où logeaient les voyageurs de passage à Saint-Flour. Ce n'était pas un lieu respectable pour une femme mariée. Je suis allé là-bas. Le réceptionniste, un ami de mon cousin, n'a pas essayé de me barrer la route. Je suis monté jusqu'à la chambre, et je les ai trouvés ensemble. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'il y a des choses qu'une fille ne devrait jamais savoir sur sa mère. Mais je l'ai confrontée. Je lui ai dit que je savais tout, ses trahisons, l'argent qu'elle volait, et surtout, ce qu'elle faisait à Antoine. Papa s'arrêta, la voix étranglée par l'émotion et la colère contenue. Et elle a ri, Marguerite. Elle a ri à ma figure et a dit que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit. Elle avait toujours su qu'elle pouvait tout faire, parce que je n'aurais jamais eu le courage de réagir. Et Norbert ? Il se tenait là, souriant en coin, comme si j'étais une blague. Même après toutes ces années, le souvenir semblait encore profondément blesser mon père. C'est là que j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, continua-t-il. J'ai sorti ce petit magnétophone que le fils du docteur Clément m'avait prêté, tu te souviens ? Le garçon qui aimait jouer au reporter et que j'avais caché dans ma poche. J'ai tout enregistré, sa confession sur Antoine, sur l'argent, sur les hommes, tout. J'étais bouche bée. Je n'avais jamais imaginé que mon père, si simple et direct, ait planifié quelque chose comme ça. Je lui ai dit que j'allais porter cet enregistrement au commissaire, au curé, à toute la ville si nécessaire. Que maman serait arrêtée pour ce qu'elle avait fait à Antoine, qu'elle perdrait tout, et que tout le monde saurait quel genre de monstre se cachait derrière ce joli visage. La façon dont papa prononça ces mots, sans crier, sans gesticuler, juste avec une froide certitude calculée, m'a montré un côté de lui que je n'avais jamais vu auparavant. « Et elle vous a cru ?» ai-je demandé en retenant mon souffle. « Elle a cru », répondit papa. Pour la première fois de sa vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas peur de moi, mais peur de ce que les autres penseraient, de ce qu'elle pourrait perdre. Ça a toujours été sa plus grande terreur, que l'on découvre qui elle était vraiment. Papa éteignit sa cigarette dans un vieux cendrier en métal. Nous avons conclu un accord sur le champ. Elle resterait avec Norbert, puisque c'était ce qu'elle voulait, et nous trois disparaîtrions de la ville. Elle ne nous chercherait plus jamais, ne tenterait plus jamais de te voir, toi ou Antoine. En échange, je ne montrerai pas l'enregistrement à quiconque. Et vous lui avez fait confiance après tout ? Non, Marguerite, je ne lui ai pas fait confiance. C'est pour cela que je suis venue si loin chez tante Alixa, un endroit dont ta mère ignorait l'existence. Et j'ai laissé une copie de l'enregistrement chez le docteur Clément, scellée avec des instructions pour l'ouvrir si quelque chose nous arrivait à moi ou à vous. À ce moment-là, j'ai compris. Mon père, cet homme tranquille que tout le monde croyait soumis, avait tout planifié dans les moindres détails. Chaque possibilité, chaque issue avait été anticipée. Pas par vengeance, mais par protection. Pour protéger ses enfants, pour nous offrir une chance de recommencer, loin de ce poison qui avait envahi notre famille. Alors c'est pour ça qu'on ne l'a plus jamais vu, ai-je demandé d'une petite voix, un immense soulagement m'envahissant. Oui, ma fille, ta mère a choisi son chemin, et nous avons choisi le nôtre. Certains nœuds doivent être défaits avant qu'ils ne nous étouffent. Cette nuit-là, allongée dans le lit de ma nouvelle chambre, avec l'odeur de fleurs du savon que tante utilisait sur les draps, j'ai pleuré. Pas pour la mère que j'avais perdue, en réalité, une mère que je n'avais jamais vraiment eue, mais pour le courage silencieux de mon père. Le courage de celui qui avait tant enduré pour nous et qui, au moment de la vérité, avait su exactement quoi faire pour nous sauver. Notre vie à Limoges suivit son cours,
comme une rivière retrouvant son lit naturel après les roches et les rapides. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Avant que je m'en rende compte, cela faisait déjà 1 an que nous avions quitté Saint-Flour et toutes les horreurs que nous y avions vécues. Papa travaillait dur dans la construction, rapidement promu chef de chantier pour le soin et la responsabilité qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Antoine s'était adapté à sa nouvelle école, se faisait des amis, obtenait de bonnes notes, et redevenait peu à peu le garçon joyeux et bavard qu'il avait été avant tout ça. Moi, à 14 ans, j'aidais tante Alixa avec ses gâteaux et allais à l'école l'après-midi. Nous reconstruisions notre vie morceau par morceau, comme quelqu'un qui recolle un miroir brisé. Les cicatrices restaient, invisibles mais présentes, surtout pour Antoine. Il se réveillait parfois en criant au milieu de la nuit, transpirant à grosses gouttes, les yeux écarquillés de terreur. Dans ces moments-là, papa allait s'asseoir sur le bord de son lit et restait là jusqu'à ce qu'il se rendorme, sa grande main calleuse caressant les cheveux de mon frère avec une tendresse que l'on n'attendrait pas d'un homme de sa stature. Je pensais que nous n'aurions plus jamais de nouvelles de ma mère. Elle avait disparu de notre vie pour toujours, exactement comme papa l'avait planifié. Mais le destin, implacable, avait ses propres plans. Un samedi après-midi, alors que nous revenions du marché après avoir aidé tante Alixa à vendre ses gâteaux, nous avons trouvé un jeune homme inconnu devant notre porte. Il était maigre, à peine dans la vingtaine, vêtu comme un voyageur, une valise usée à la main. « Vous êtes monsieur Justine Dubois ?» demanda-t-il lorsque papa s'approcha. « C'est moi. Que désirez-vous, jeune homme ? Je suis Jérémie, fils du docteur Clément de Saint-Flour. Mon père m'a envoyé vous remettre ceci en main propre. » Il tendit une enveloppe jaunie, scellée à la cire rouge. Papa la prit, fronçant les sourcils, surpris. Cela faisait plus d'1 an que nous n'avions eu aucun contact avec notre ancienne ville. « Il s'est passé quelque chose, jeune homme ?» demanda papa, sentant un froid dans le ventre. « Je ne connais pas les détails. Mademoiselle. Mon père m'a juste dit que c'était urgent que monsieur Justine reçoive cette lettre au plus vite. » Papa invita le jeune homme à entrer, lui offrit du café, mais il refusa, disant qu'il devait continuer son voyage dans l'après-midi. Après son départ, nous nous sommes tous assis à la table de la cuisine, nous 3 et tante Alixa, pendant que papa ouvrait l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la petite écriture soignée du docteur Clément et une coupure de journal jaunie par le temps. Papa lut la lettre en silence, son visage devenant de plus en plus pâle. Puis, sans rien dire, il nous passa la coupure de journal. C'était une petite nouvelle, insignifiante en apparence, mais qui glaçait le sang, le corps d'une femme retrouvée au bord de la rivière. Carmen Alves Dubois, a été retrouvée sur les rives de la Vienne par des pêcheurs locaux hier matin. Selon le commissaire chargé de l'enquête, la victime présentait des signes de coups et la principale piste évoque un crime passionnel. Norbert Sylvestre, avec qui la victime entretenait une relation, est en fuite. Le sol sembla disparaître sous mes pieds. Même après tout ce qu'elle avait fait, même avec tout le mal qu'elle avait causé, voir la mort de ma mère annoncée de manière si froide et directe me coupa le souffle. J'ai regardé Antoine, qui à 7 ans ne comprenait pas vraiment, tenant la lettre du docteur Clément avec des mains légèrement tremblantes. « Qu'est-ce qui est arrivé à maman, papa ?» demanda-t-il d'une petite voix incertaine. Papa plia le journal, cachant la nouvelle, et posa sa main sur son épaule. « Ta mère est partie, mon fils. Elle ne reviendra plus jamais. » Cette nuit-là, après qu'Antoine se fut endormi, papa me raconta ce que disait la lettre du docteur Clément. Selon lui, après notre départ, maman et Norbert étaient restés ensemble, dépensant l'argent dans des jeux et affaires louches. Lorsque l'argent s'épuisa, les disputes commencèrent. Elle le menaça de partir, il refusa. Selon des témoins, la nuit de sa disparition, des cris avaient été entendus provenant de leur maison. Le lendemain, Norbert avait déjà quitté la ville, et 2 jours plus tard, son corps fut retrouvé par des pêcheurs. Le docteur Clément expliqua que la police recherchait Norbert, mais qu'il avait probablement déjà franchi la frontière espagnole. Il précisa également qu'il avait détruit l'enregistrement que j'avais laissé chez lui, comme convenu, au cas où quelque chose de similaire se produirait. Je restai silencieuse un long moment, digérant tout cela. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait pleurer pour la mère que j'avais perdue. Une autre partie brûlait de colère pour tout ce qu'elle avait fait. Et la partie la plus étrange et la plus effrayante ressentait un immense soulagement, elle ne pourrait plus jamais nous faire de mal. « C'est notre faute, papa ?» demandai-je finalement, la voix étranglée. « Si nous n'étions pas partis de là-bas, si vous n'aviez pas fait cet accord avec elle. » « Non, Marguerite, » m'interrompit papa avec fermeté. « Ce n'est pas notre faute. Chacun est responsable de ses actes et de ses choix.
Ta mère a choisi son chemin en connaissant les risques. Norbert avait toujours été un homme violent. Tout le monde en ville le savait. Elle a dû croire qu'elle pouvait le contrôler, comme elle le faisait avec les autres hommes. Mais cette fois, elle s'est trompée. Papa soupira profondément, passant la main sur son visage fatigué. Je ne vais pas mentir et dire que je suis désolée, pas après tout ce qu'elle a fait à Antoine, à toi, à moi. Mais je ne vais pas non plus célébrer la mort de qui que ce soit, même pas la sienne. La vie fait ses tours et chacun récolte ce qu'il sème. Elle a semé du poison, elle a récolté la tempête. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je repensais aux paroles de papa sur les choix et les conséquences. Sur le fait que certaines personnes semblent attirer leur propre malheur par leurs décisions. Je pensais à ma mère, si belle mais corrompue à l'intérieur, qui préférait l'attention de n'importe quel homme à l'amour de ses enfants. Je pensais à son destin final, abandonné et battu par le même type d'homme qu'elle avait toujours recherché. C'était une vengeance. Pas celle que papa avait planifiée avec l'enregistrement, mais une vengeance propre, calculée, faite pour protéger et non pour détruire. Peut-être était-ce la vengeance de la vie elle-même, ce juge implacable qui tôt ou tard fait payer à chacun son dû. Quelques mois passèrent. La nouvelle de la mort de maman fut digérée lentement, chacun à sa manière. Papa semblait plus léger, comme si un poids avait définitivement quitté ses épaules. Antoine, après quelques nuits de cauchemars, commença enfin à guérir les blessures les plus profondes. Peut-être parce qu'il savait instinctivement qu'il était maintenant vraiment en sécurité. Moi, il me fallut plus de temps. Tant de sentiments mêlés en moi, colère, tristesse, culpabilité, soulagement. Parfois, je me sentais étouffée par eux. Tante Lalie remarqua ma lutte intérieure. Avec sa sagesse de femme ayant beaucoup vu dans la vie, elle m'appela pour une conversation. « Tu sais, Marguerite, dit-elle pendant que nous faisions de la confiture de lait ensemble, quand mon mari est mort, j'ai ressenti tant de choses à la fois que j'ai cru devenir folle. De la tristesse pour la perte, de la colère parce qu'il m'avait laissée seule, de la culpabilité de ne pas avoir vu les signes de sa maladie, et même du soulagement. Parce que les derniers mois avec lui, dépérissant au lit, avaient été un tourment pour nous deux. Elle remuait la confiture dans la bassine en cuivre, ses gestes lents et précis. Ce que j'ai compris, c'est que tous ces sentiments peuvent coexister sans qu'aucun affaiblisse l'autre. Tu peux être en colère contre ta mère pour ce qu'elle a fait et ressentir en même temps de la tristesse pour sa fin. Tu peux ressentir du soulagement qu'elle ne fera plus jamais de mal à ton frère et en même temps un peu de culpabilité pour ce soulagement. N'essaie pas de choisir un seul sentiment, petite, disait-elle. Nous ne sommes pas si simples. Ces paroles tombèrent sur moi comme une pluie fraîche dans le désert de ma confusion. Peu à peu, j'ai appris à vivre avec cette tempête intérieure. J'ai accepté que je puisse ressentir des émotions contradictoires sans que cela fasse de moi une mauvaise personne. Un jour, presque un an après la mort de maman, papa nous rassembla à table après le dîner. Son expression était sérieuse, celle qu'il arborait lorsqu'il devait annoncer quelque chose d'important. « J'ai des nouvelles », commença-t-il, regardant d'abord moi, puis Antoine. « J'ai reçu une proposition pour travailler sur un grand chantier à Lyon. Ils paient bien, fournissent le logement et, surtout, c'est une chance de recommencer dans une grande ville. Une ville où personne ne nous connaît, où le passé ne peut nous atteindre. » Tante Lalie, assise à côté de lui, sourit avec tristesse. « Vous allez me manquer, mais ton père a raison. Lyon, c'est l'avenir. Vous, les enfants, aurez de meilleures écoles et plus d'opportunités. » 2 mois plus tard, nous quittâmes Limoges et tante Lalie, promettant de revenir la voir. Nous montâmes dans un train pour Lyon, la grande ville du Rhône. Papa avait raison, c'était vraiment un nouveau départ. La ville était immense, pleine de couleurs, de sons et d'odeurs très différentes de la campagne. Notre maison se trouvait dans une cité ouvrière pour travailleurs du bâtiment. Elle était petite, mais propre, aérée, avec vue sur les collines au loin. Papa prospéra dans son nouveau travail, étant promu chef de chantier en quelques années grâce à son sérieux et son engagement. Antoine grandit fort et en bonne santé, montrant un talent pour les études qui remplissait papa de fierté. Quant à moi, en plus de continuer mes études, je commençais à fabriquer des poupées de chiffon à vendre. J'utilisais ce que j'avais appris avec tante Lalie, mais je créais mon propre style. C'est à Lyon que je rencontrai Armand, un jeune homme travaillant comme électricien sur les chantiers que papa dirigeait. C'était un garçon sérieux et travailleur, issu d'une famille simple comme la nôtre. Nous commençâmes à nous fréquenter quand j'avais 17 ans, toujours avec le consentement et la supervision de papa, selon les coutumes de l'époque. Le jour où Armand demanda ma main, papa l'emmena pour une conversation privée sur la terrasse. J'étais nerveuse, imaginant ce qu'ils pouvaient bien se dire. Mais quand ils revinrent, tous deux arboraient un large sourire.
Ton père m'a tout raconté, Marguerite, me dit Armand plus tard, seul. Sur ta mère, sur ce qui est arrivé à ton frère, sur la manière dont vous avez quitté la ville. Il a dit que j'avais le droit de savoir dans quelle famille j'entrais. J'étais paralysée, le cœur serré dans ma poitrine. Papa n'avait jamais raconté cette histoire à personne en dehors de la famille. Et maintenant, Armand savait tout. La honte, l'horreur, les cicatrices que nous portions. Et qu'est-ce que tu en penses ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Je pense que ton père est l'homme le plus admirable que j'ai jamais rencontré, répondit-il sans hésiter. Je pense que toi et ton frère êtes des survivants, des guerriers, et je suis encore plus fière que tu aies accepté d'être ma femme. Nous nous sommes mariés au printemps 1957, dans une cérémonie simple à l'église du quartier. Papa nous offrit la moitié des économies qu'il avait accumulées, pour que nous puissions acheter notre propre petite maison. Antoine, déjà grand, fut mon témoin, arborant le costume emprunté de papa que tante Lalie avait ajusté pour lui. Ce jour-là, en regardant ma famille réunie, papa ému, me donnant le bras pour m'emmener à l'hôtel, Antoine souriant fièrement à mes côtés et tante venue spécialement de Limoges, j'ai compris que la vengeance de papa avait été parfaite. Pas une vengeance de sang, de violence ou de destruction. Mais une vengeance de vie, de reconstruction et d'amour. Il ne nous avait pas seulement sortis de l'enfer que maman avait créé. Il avait construit un nouveau ciel pour nous, morceau par morceau, jour après jour, avec la même patience et détermination qu'il mettait à construire ses chantiers. La vraie vengeance de papa contre tout ce que maman représentait a été de montrer que la bonté peut surpasser la méchanceté, que l'amour construit tandis que la haine détruit. Et qu'après les pires tempêtes, il est toujours possible de retrouver le soleil. Les années passèrent comme des pages tournées par le vent. Les fils noirs de mes cheveux devinrent blancs. Mes mains lisses gagnèrent des rides et des callosités. Les rêves se transformèrent en souvenirs. Et les souvenirs, eux, devinrent la forteresse que j'ai construite pour m'abriter dans la vieillesse. Ma vie avec Armand fut une bénédiction. Nous avons eu 3 enfants, Justine, portant le nom de mon père, Eulalie, en hommage à tante Lalie, et Antoine, que tout le monde appelle Tonio comme mon frère. Nous les avons élevés avec amour, fermeté et surtout vérité. Je n'ai jamais caché à mes enfants l'histoire de notre famille. Je la leur ai racontée sans enjoliver, sans mentir, pour qu'ils connaissent la vérité et ne créent jamais de monstre plus grand que la réalité. Papa a vécu avec nous après sa retraite. Nous avons construit une petite chambre au fond de la maison, avec une entrée indépendante, pour qu'il ait son intimité, mais assez proche pour partager repas, conversations, joies et peines quotidiennes. Il fut un grand-père merveilleux, patient et sage. Il enseigna à mes enfants tout ce qu'ils savaient, menuiserie, construction, pêche et surtout la valeur du travail honnête et de la famille. Antoine devint professeur. Il étudia avec ardeur, profitant de chaque opportunité que lui en offrait. Il entra à l'université, le premier de notre famille à obtenir un diplôme, source d'immense fierté pour papa, qui pleura comme un enfant le jour de la remise des diplômes. Antoine se maria avec une collègue, douce et aimante, appelée Marinette. Ils eurent 2 enfants, lumière de ses yeux encore aujourd'hui. Les traumatismes de l'enfance laissèrent des cicatrices en lui. L'adolescence fut difficile avec des cauchemars récurrents et une colère profonde. Mais grâce au soutien de la famille, à l'amour indéfectible de papa, et plus tard à celui de son épouse et de ses enfants, il transforma sa douleur en force pour aider les autres. Comme professeur, il prit soin des enfants en danger, reconnaissant les signes que d'autres pouvaient ignorer. Papa nous quitta en 1982, à 76 ans. S'endormant paisiblement dans son petit lit au fond de la maison. Ce fut un départ serein, à la hauteur d'un homme qui avait porté tant de fardeaux toute sa vie. Aux obsèques, j'ai été frappée par le nombre de personnes venues lui dire adieu. Des collègues de chantier, des voisins, des amis de l'église, même d'anciens clients de ces chantiers d'autrefois. Tous racontaient comment Justine Dubois avait été juste, honnête, travailleur, toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Votre père était un homme bon, dit un vieil homme, qui avait travaillé avec lui sur le premier chantier à Lyon, de ceux qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Je ne l'avais jamais vu élever la voix contre quiconque. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un lui manquer de respect non plus. En écoutant ces témoignages, j'ai compris la grandeur silencieuse de mon père. Un homme que tout le monde voyait comme faible, parce qu'il ne contrôlait pas sa femme, parce qu'il laissait faire ses frasques. Mais il avait en réalité une force intérieure que peu pouvaient comprendre. La force de celui qui place le bien-être de ses enfants au-dessus de son propre orgueil. La force de celui qui sait que le vrai courage est parfois de supporter en silence, d'attendre le bon moment pour agir. Quant à ma mère, j'avais passé des années à essayer d'enterrer son souvenir.
son corps jeté au bord de la rivière. Je ne voulais pas penser à elle. Ni à son visage, ni à sa voix, ni à l'odeur de cigarettes mêlée de parfums bon marché qu'elle laissait derrière elle la nuit. Mais avec l'âge, la sagesse des années m'a appris qu'on ne peut pas effacer certaines parties de notre histoire, aussi douloureuses soient-elles. Carmen était un produit de son époque, de son éducation, peut-être de traumatismes que je n'ai jamais connus. Rien ne justifie ses actes. Rien ne peut excuser l'horreur qu'elle infligea à Antoine, la trahison envers papa, l'abandon de ses responsabilités de mère. Mais avec le temps, j'ai appris à séparer la haine pour ses actes de la personne elle-même. À reconnaître le mal qu'elle avait fait sans le laisser continuer à me poisonner des décennies plus tard. En 1995, déjà âgée et avec plusieurs petits-enfants courant dans la maison, j'ai entrepris un voyage que j'avais longtemps repoussé. Je suis retournée à Saint-Flour, accompagnée d'Antoine. Notre tante Lalie était décédée quelques années auparavant. Nous n'avions plus de famille là-bas, mais nous sentions le besoin d'affronter l'endroit où tout avait commencé. La ville avait beaucoup changé. Plus de rues pavées, plus de maisons en pierre, moins de poussière rouge, plus de commerces. Notre ancienne maison n'existait même plus. À sa place, un petit magasin de bricolage. L'entrepôt où Norbert traînait avait été remplacé par une pharmacie moderne. Nous sommes allés au cimetière local, là où maman était enterrée. Il a fallu du temps pour trouver sa sépulture. Une croix simple, sans pierre tombale, juste un nom et des dates presque effacées par le temps et l'abandon. Je suis restée à regarder ce petit morceau de terre longtemps. Un étrange mélange d'émotions m'envahit. « Tu ressens encore de la colère ?» demanda Antoine, la voix basse, respectueuse. « Non, répondis-je après un moment. Je ne ressens pas de colère, j'y ressens de la pitié. Pitié qu'elle n'ait pas connu ses petits-enfants. Pitié d'avoir gaspillé la chance d'avoir une famille qu'il aimait. Pitié d'avoir vécu et d'être morte sans jamais comprendre ce qui compte vraiment dans cette vie. » Antoine hocha la tête, les yeux embués, fixant la croix abandonnée. « Tu sais ce que je ressens, Marguerite ?» murmura-t-il. « De la gratitude. Pas envers elle, bien sûr. Mais envers notre père, envers toi, envers tante Lalie. Gratitude de ne pas avoir laissé ce qu'elle m'a fait me détruire complètement. De m'avoir sauvé, non seulement de l'horreur de cette maison, mais de devenir quelqu'un rempli de haine, trop brisé pour aimer, pour faire confiance. » Nous sommes sortis du cimetière main dans la main, comme nous le faisions enfants en traversant la rue. 2 survivants, 2 guerriers portant des cicatrices invisibles, mais qui avaient appris à transformer ces cicatrices en force, non en faiblesse. Aujourd'hui, à maison, assise dans mon fauteuil à bascule sur la terrasse de la petite maison colorée que j'ai construite avec tant d'amour, je regarde mes arrière-petits-enfants jouer dans le jardin. Je ressens une paix que je n'aurais jamais cru possible dans les jours sombres de mon enfance. La vie fait tant de détours, le destin emprunte des chemins mystérieux. Ce qui semble être une malédiction insupportable peut, plus tard, devenir la graine d'une force indestructible. La vengeance de mon père, silencieuse, calculée, faite d'amour et non de haine, porte encore ses fruits, 3 générations plus tard. Elle est dans les sourires de mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui grandissent sans peur, sans secret toxique, sans le poids écrasant du silence qui protège les monstres et étouffe les victimes. Elle est dans la force que j'ai découverte en moi, la force de survivre, d'aimer, de construire une belle vie malgré tout. À vous qui m'avez accompagné jusqu'ici, écoutant le récit d'une petite vieille qui a vu plus d'hivers que beaucoup n'en vivront, sachez ceci, peu importe combien la nuit est sombre, le soleil se lève toujours. Peu importe combien la tempête est terrible, il existe toujours un abri, parfois dans les bras de ceux qu'on aime, parfois dans la force que l'on ignorait posséder. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like pour que d'autres puissent la découvrir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, chaque message me rappelle que je ne suis pas seule à porter ce fardeau. Abonnez-vous à la chaîne Mémoire de grand-mère pour d'autres histoires de femmes qui, comme moi, ont trouvé la force là où il semblait n'y en avoir aucune. Car au final, c'est cette force qui nous sauve. La vie n'est pas toujours facile, mes chers, mais elle vaut toujours la peine d'être vécue avec amour, courage et la détermination silencieuse que j'ai apprise de mon père. Nous pouvons transformer même les pires douleurs en force pour avancer. C'est Mamie Marguerite aux poupées qui vous remercie d'avoir écouté mon histoire. Que Dieu bénisse chacun de vous et protège nos enfants, le vrai trésor de ce monde.